fait, ça fait longtemps qu'avec Final Cut Montréal, on fait des événements, on fait des conférences, puis on essaie, plus possible, de rendre ces conférences-là le plus disponibles possible. Donc, depuis longtemps, on fait des captations au PostNab, on a des prêts d'équipement pour faire vraiment une captation multicaméra et tout. Puis, on en est venu avec les années à cerner nos besoins, puis avec les outils qui sont apparus sur le marché, on a fait des acquisitions qui nous permettent maintenant de sauver beaucoup de temps pour les captations de nos événements. Je vais vous parler un peu de la genèse de tout ça. Au début, en fait, on a toujours eu, généralement, dans nos conférences, 2 ordinateurs qui étaient nos sources. Donc, généralement, on présente des logiciels, des plugins ou aussi des interfaces de capture. Donc, on avait des Mac Pro avec là, on avait un MXO Mini 2, un MXO 2 Mini, un MacBook, puis on a un speaker, qui est le fameux Marc-André Ferguson de Montréal. Et à la base, ce qu'on voulait faire avec tout ça, c'est au moins pouvoir montrer l'image de ces sources-là sur un projecteur, puis avoir le son dans des speakers. Au départ, on prenait tout ça, on branchait ça en VGA dans un projecteur, puis on avait un outil pour switcher entre les deux qui était Marc-André. Fait qu'il passait son temps à débrancher puis à rebrancher le VGA d'un à l'autre pour avoir l'image, le bon ordinateur dans notre projecteur. Puis on a eu la bonne idée assez tôt d'utiliser une console pour faire le mix des micros sans les brancher directement dans les speakers. Ça, c'est venu assez vite. C'est notre système de base. Sauf que là, tout ça, c'était pour la soirée. Après ça, on s'est dit, on va filmer ça parce que on travaille en production, on sait servir de caméra. Donc, on va dire, on va enregistrer ça sur caméra, puis on va pouvoir garder ça, puis on va faire un montage avec les keynotes. On va prendre les keynotes des présentateurs, puis on va les intégrer dans Final Cut à ce qu'on a filmé avec la caméra. Ça marchait plus ou moins bien. Fait qu'on s'est dit, on va capturer après ça avec ScreenFlow, ou un logiciel équivalent, les écrans des présentateurs. Comme ça, on va voir vraiment ce qu'ils font. S'ils font jouer des vidéos, on va les avoir. On s'est vite rendu compte que ça prenait beaucoup de ressources pour les ordinateurs, de faire une présentation vidéo et d'enregistrer l'écran en même temps. Fait finalement, on a décidé de prendre une autre méthode. Parce qu'après ça, il fallait ingester les cartes, il fallait après ça transférer toutes les captures d'écran qui étaient faites sur les écrans des présentateurs qui voulaient partir le plus tôt possible. Puis, il fallait aussi compresser tout ça, fait que ça prenait beaucoup de temps, et ça prenait des semaines et des mois avant qu'on mette les présentations en ligne. Après ça, on se dit, on peut peut-être faire quelque chose de mieux. Fait que, on s'est équipé avec un Wirecast. Wirecast, c'est un logiciel qui est un peu un switcher vidéo, mais software. Sa force, c'est qu'il pouvait prendre plusieurs caméras branchées en DV, donc des caméras DV ou HDV, branchées dans une carte Firewire, et pouvait se faire le switch entre un et l'autre. Fait que ça nous permet d'avoir un switcher pour faire un minimum de montage live. Ça nous permettait aussi, minimalement, de mettre des supers. L'autre avantage, c'est que ça vient avec un petit logiciel qu'on installe sur les ordinateurs qui envoie par réseau l'image de l'écran au logiciel. Donc, on peut faire une captation de l'écran des ordinateurs des présentateurs par un autre ordinateur. Donc, ça a été une des méthodes qu'on a utilisées, sauf qu'on a eu beaucoup de problèmes de stabilité avec cette solution-là. Mais on a quand même poussé la machine au fond, utilisé plusieurs caméras, on a essayé autant comme autant, plusieurs fois. Mais on n'était pas satisfait parce que souvent, on perdait carrément des bouts entiers de présentation parce que le système plantait, n'était pas stable. Souvent, comme il fallait brancher et débrancher des ordinateurs parce qu'on avait encore Marc-André qui switchait les VGA, les ordinateurs fermaient leurs écrans,
rebootait et tout. Donc, on perdait les connexions qui étaient basées sur du IP puis des connexions actives FireWire. Donc, ça ne marchait pas très bien. Jusqu'au jour où... C'est quoi ma prochaine... Ah, c'est qu'on a eu des problèmes principaux. Je ne m'attendais pas à ça, excusez. Donc, on avait un problème de capture d'écran, d'avoir vraiment ce que les personnes font quand ils présentent un logiciel. On avait aussi des problèmes de résolution minimale, parce qu'on travaillait en VGA, ou même quand on est passé au DVI, il y a peu de projecteurs qui prenaient du 1920 par 1200, qui est une résolution d'écran à 24 pouces. Et il y a certains logiciels comme Color au début qui requéraient cette résolution-là, ou quand on faisait des démos de Smoke ou de Flame, qu'on avait des gros problèmes parce qu'il nous manquait des boutons qui étaient situés en haut et en bas de l'écran, puis on n'y avait plus accès. Aussi, bon, fallait l'enregistrement et fallait enregistrer et faire la présentation en même temps. Ça ne marchait pas bien parce que ça prenait beaucoup de ressources logicielles et de ressources processeurs. En plus, en captant ça de plusieurs sources, bien, ça nous prenait beaucoup de temps de montage. Puis, si on vous rappelez la slide d'avant, vous voyez, chaque lien était un câble, donc ça nous faisait beaucoup de câbles à repasser à chaque fois qu'on faisait une présentation. Puis, en plus, on avait des projets. On se dit, hey, ça serait le fun, nos soirées, de pouvoir les streamer. Ça serait le fun aussi de pouvoir, une fois que le montage est fait, de compresser ça rapidement puis de le rendre disponible rapidement et d'être autonome. Parce que Final Cut Montréal n'avait pas l'argent pour s'acheter un Mac Pro sur lequel on pouvait installer Wirecast, s'acheter des cartes FireWire et tout cet équipement-là. On n'avait pas l'argent pour ça. Mais on voulait être autonome. Donc, la première réponse qu'on a eue à ça, quand on est allé au NAB l'année dernière, c'est que Geffen a sorti, a sorti un convertisseur qui s'appelle le DVI to HD-SDI Pro Scaler. En fait, ce que ça fait, c'est que ça prend des sorties DVI, comme de mon MacBook ici, comme du iMac qu'il y a là, peu importe la résolution, et ça fait du 1920 par 1080 et ça sort en HD-SDI. Donc, ça convertit notre signal d'ordinateur, d'écran, à un format broadcast HD, sans avoir à déformer l'écran. Donc, peu importe le format, si on a une image plus carrée, c'est capable de faire un pillar box ou un letterbox si on a une image qui est plus large. Donc, on a fait l'acquisition de cet appareil, qui est un appareil à 2 canaux. Donc, on peut prendre comme présentement, j'ai le portable et le iMac qui roulent dessus. Fait qu'on était maintenant capable d'enregistrer vraiment une bonne qualité d'image, d'écran, de capture avec un appareil. Au début, on a utilisé souvent des Keypro pour se brancher directement dans le Keypro pour faire l'acquisition. C'est ça que je viens de dire. Donc, ça convertit le signal DVI du Mac en signal HD-SDI. Puis, ça ajuste la résolution à un standard HD. Puis, ça va aussi ajuster la cadence. Donc, des fois, on a des cadences qui ne sont pas nécessairement des standards vidéo avec les ordinateurs qui vont rouler en 50, en 60, en 120 Hz. Mais on veut avoir, nous, on veut au bout enregistrer du 29.97. Donc, ça permet de faire ces conversions-là. Et un autre morceau qu'on a vu au NAB cette année, puis on a dit, c'est ça qu'il nous faut, c'est le switcher Atem de Blackmagic. Blackmagic Design ont acheté, il y a 2 ans déjà, la compagnie Atem qui faisait des switchers vidéo. Et nous, en fait, ils ont 3 modèles, et nous, on a trippé sur le Atem 1 ME. C'est un switcher qui a 4 entrées HDMI, 4 entrées HD-SDI, puis une entrée analogique. Il y a des sorties programmes HDMI, HD-SDI et SD, donc c'est assez versatile pour, dépendamment de l'endroit où on va faire un événement, pouvoir se brancher sur un projecteur ou sur un enregistreur. Il y a un multiview intégré. Le multiview, c'est en fait ce qu'on voit dans l'écran du haut à gauche. C'est ce qui nous permet de voir toutes les entrées de notre switcher en même temps sur un écran. Donc, pouvoir voir d'un coup d'œil toutes les caméras qui sont branchées.
Et 3 sorties auxiliaires, je vais vous en parler plus tard à quoi ça sert. Puis en plus, c'est un switcher qui nous permet de faire des effets de base, donc de faire des transitions entre une caméra A et B, de faire des picture-in-picture, de faire des keys live. Et aussi, dessus, on a un frame store. Donc, on est capable de loader une vidéo dans le switcher et de faire un playback directement sans avoir besoin d'un autre outil. Contrôle logiciel. Alors, ici, on voit en bas, j'ai le live view un peu à François présentement qui est en train d'opérer le switcher. C'est un peu ça qu'il voit. Et puis aussi, on avait la possibilité d'acheter une surface de contrôle qui est comme celle de la gauche ou celle de droite. Mais comme le switcher vidéo à thème vient avec un logiciel de contrôle, on n'a pas besoin d'une surface comme ça. En fait, le switcher, pour vrai, c'est la partie qu'on voit complètement à gauche. C'est ça ici. Donc, ce bidule-là qui fait un pouce d'épais, qui fait un rack de 2 U, c'est un switcher vidéo. Et à la place d'acheter une surface de contrôle comme ça, on a acheté un écran tactile. On va y revenir plus tard, on va faire une petite démo de vraiment comment ça fonctionne, mais je vais vous montrer un peu de qu'est-ce qui est possible de faire présentement. Donc, à la base, on a nos 2 ordinateurs, parce que généralement, on en gère 2, on pourrait en gérer plus. Les 3 présentateurs qui vont passer pendant la soirée, qui sont tous maqués dans une console de son. Donc, on s'est acheté une Mackie, une 1602, qui est là sur le dessus. Puis là, présentement, je parle, puis c'est elle qui gère le son de la salle. Et on a nos deux computers ici, nos 2 Macs, qui s'en vont dans le Geffen, qui est juste ici en dessous. C'est la boîte. Donc, ça nous permet de prendre les signaux d'écran et de les convertir en signal broadcast. Et ça s'en va dans notre switcher. Ici, on pourrait avoir plusieurs caméras qui s'en vont dans le switcher ici. Ce soir, on a seulement 2. Et j'ai ma console de son aussi qui contrôle les niveaux de gain d'audio qui s'en vont au switcher. Donc, je peux contrôler avec la console un niveau indépendant pour les speakers et un autre niveau pour l'enregistrement. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi cette console-là, parce qu'elle avait un volume master pour une sortie d'écoute et des auxiliaires pour contrôler un enregistrement. Donc, le switcher permet, tantôt je vous ai dit qu'il y avait une sortie programme, donc qu'est-ce qu'on fait, nous, habituellement, c'est qu'on sert principalement du système de switcher pour switcher d'une caméra à une présentation, à une autre caméra, pour l'enregistrement. Mais on peut aussi gérer une deuxième sortie, donc un auxiliaire vidéo pour le projecteur. Donc, principalement, parce qu'on sert de l'auxiliaire pour le projecteur parce qu'il n'y a pas grand-chose à changer. Pendant une présentation, le présentateur va rarement changer passer d'un ordinateur à l'autre. Et comme il est déjà sur scène, on n'a pas besoin de le mettre sur écran aussi. Donc là, comme là, François a mis sur l'auxiliaire du projecteur la sortie de mon Mac depuis que j'ai commencé à parler. Donc, il n'y a pas à switcher. Mais pour l'enregistrement, il passe continuellement de la caméra à ma présentation. Et éventuellement, ce qu'on va pouvoir faire, en fait, tantôt, Eric disait que maintenant, les MXO, les interfaces de Matrox, avaient un adaptateur Thunderbolt. Comme notre switcher en haut est contrôlé par une interface logicielle, ça prend un Mac pour gérer cette interface-là. Donc, il y a un Mac mini qui est branché en réseau avec et qui permet d'afficher l'interface sur un écran. Mais ce Mac mini-là, il ne fait rien à part afficher une surface de contrôle. Il ne gère pas de vidéo, il n'y a pas de vidéo qui passe dedans. Donc, ça lui permet, en parallèle, de pouvoir capturer la vidéo. Donc, ça nous fait un backup. Donc, on pourrait soit enregistrer sur un Keypro Mini, comme on a présentement, et aussi enregistrer sur notre Mac Mini, sur un disque dur, pour avoir un backup. Ou carrément s'en aller sur le web et, à travers l'interface branchée sur le Mac Mini, s'en aller
sur Ustream avec Wirecast. Donc, le switcher, il ressemble à ça en arrière. Donc, on a toute la partie de gauche qui sont les entrées. Donc, on a les 4 entrées HDMI, en dessous les 4 entrées HD-SDI. Et on a les 3 à gauche qui sont les entrées analogiques component. On a aussi une référence si on a à synchroniser plusieurs switchers et plusieurs caméras. À droite, c'est vraiment les sorties. Donc, on a les programmes. On a encore une sortie analogique. On a à gauche, juste à côté du heatsink, sont les lignes verticales. On a les auxiliaires. Donc, c'est des sorties vidéo auxquelles on peut assigner une des entrées ou auxquelles on peut assigner le programme. Donc, ça donne une sortie de plus si on veut plusieurs sorties pour notre programme. Et on voit en haut qu'il y a une sortie USB 3. La sortie USB 3, en fait, la prise USB 3 sert à 2 choses. Un, à faire des software updates. Et aussi, elle sert, dans le switcher, dans le 1ME, il y a une interface de capture. Donc, si vous... je ne sais plus c'est quelle interface. En fait, je pense que c'est un Intensity qu'il y a dedans. C'est l'équivalent d'une Blackmagic Intensity. Donc, on peut se brancher un USB 3 sur un ordinateur et carrément capturer la sortie sans avoir besoin d'une autre interface de capture. Le problème, c'est que c'est une interface PC. Donc, comme nous, on a acheté un Mac Mini parce qu'on voulait faire du montage dessus, parce qu'on voulait servir de Final Cut, donc on ne pouvait pas prendre de PC. Mais si vous achetez un PC, comme Dominique, lui, au lab chez Inso, ils ont un PC, donc ils pourraient, si le PC a une prise USB 3, capturer directement du ATEM. Puis sinon, à côté, bien, il y a le port Ethernet qui permet de connecter au Mac pour avoir l'interface de contrôle dessus. Et bien, il y a des RSK22 pour pouvoir envoyer différentes commandes au switcher aussi. Donc, on est ici, à gauche, on voit c'est l'interface de contrôle qu'on a à l'écran. C'est avec ça qu'on va contrôler notre switcher. Et en bas, j'ai mis l'équivalent qui est la surface de contrôle hardware que Blackmagic vend. Donc, en vert, on a la sélection de l'entrée ou du générateur qui est en onde. En mauve, c'est le preview, c'est la prochaine chose qui va venir en onde. En orange, c'est toutes les keys qu'on peut faire ou tout ce qu'on peut superposer à notre image. Donc, un super, un key, un bug TV qu'on met dans le coin. En rouge, c'est les transitions. Savoir si on veut faire une cut, on a des transitions automatiques. On peut décider de faire un wipe, un mix, un dip ou une cut directement. Dans le milieu, on voit il y a le handle qui permet de faire des transitions à la main. Et on a le panneau de key qui est en jaune en bas aussi. Puis, on a toute une série de settings qu'on peut modifier à la souris au clavier en haut ou avec les boutons en bas, qui va nous permettre de choisir la vitesse de nos transitions automatiques, où est-ce qu'on va faire un picture-in-picture, où est-ce qu'on va déplacer notre image dans le coin en bas à droite, en haut à gauche, on va le mettre au centre, on va mettre un cadre autour, on va mettre un drop shadow, des trucs comme ça. Donc, c'est là que ça va se décider. Donc, François, est-ce qu'on est prêt pour une démo de ça? Ce que Mathieu parlait tantôt, oui. Donc, on voit vraiment l'ensemble des caméras, donc les 8 inputs qu'on a, notre preview, le programme. Donc, c'est au niveau du programme, je change l'image, mais clairement, on voit que ça change de ce côté-ci dans le programme. Mais on peut aussi utiliser la souris sans problème. C'est vraiment une question de préférence. Donc, au niveau des transitions, ce que Mathieu parlait, par rapport à l'interface qu'on a ici, on peut vraiment, comme sur des switchers vidéo normales, autant faire des mix que des dips, que des wipes, donc des transitions un peu plus... que ce soit vraiment des fondus ou carrément des wipes, que l'image part d'un coin à un autre. Ça sera pas long. J'ai de la misère avec mon tapis de souris. Donc, au niveau des wipes, on peut, si je me mets en wipe... Il y a de quoi être créatif, là. Ah oui. On a des wipes en losange, en rond,
Puis, Mais tu mets peux-tu... ton programme en nombre. Sur l'écran. Donc, le programme, fait qu'on peut vraiment être créatif et un wipe en collabore. On vit À quelque deux. chose en ce moment. Ouais. Donc, retour aux années 80. Sinon, on peut vraiment y aller avec le dip. Attends, il faut que je sorte de là. Donc, en dip. Donc, un fondu en passant par le collabore. Mais sinon, on peut aussi y aller avec plus des effets, des DVE, là, finalement, des effets vidéo. Et ici, dans les DVE. Donc, nous, ce qu'on utilise beaucoup par rapport au DVE, c'est dans le fond pour faire nos picture-in-picture. Donc, en principe, on peut vraiment faire l'insertion, donc voir Mathieu qui fait sa présentation et en arrière-plan, là, présentement, on me voit moi, mais on pourrait vraiment voir l'interface. Tu vas voir ça. Donc, on peut vraiment voir la présentation plus la personne qui parle en même temps, donc arriver à faire des picture-in-picture. Par rapport à ce que Mathieu disait avant, qu'on ait dans le fond l'interface de ce genre-là, ce qu'on faisait, c'était en post-prod. Donc, vraiment, on prenait l'image du speaker, finalement, de la personne qui parle, qu'on avait filmé en caméra mini-DV ou peu importe. Puis, dans Final Cut, on mettait l'image à 40 puis on faisait du montage. Donc, tout ce processus-là était beaucoup plus long qu'au lieu de le coter directement et faire nos picture-in-picture à même l'interface. Ce qui est bien aussi, je vais coter ça en passant par un collabore. Donc, ce qui est bien aussi par rapport à l'interface, c'est qu'on a un gestionnaire de données où ce qu'on peut créer de l'infographie, donc mettre les noms des personnes qui parlent. Donc, ici, Reviens à ton interface. pour... Parce qu'on ne voit pas à l'écran On sur voit pas l'interface. ce que tu fais. L'interface est sur le 8. Donc, le 8. Donc, on a un gestionnaire de données de médias. Donc, on peut vraiment aller, si on regarde sur notre desktop, dans les Lower on a toutes sortes de fichiers PNG ou Photoshop qu'on pourrait nous-mêmes importer pour pouvoir par la suite dire, bon, on va mettre le nom à Mathieu qui est dans la catégorie 1. Donc, de revenir dans le switcher et dire, on va mettre en auto le super à Mathieu qui parle, ce qui est super cute, et on le fait sortir. Mais aussi, ce qui est intéressant, donc si je prends l'exemple ici de le démo, et qu'on va assigner, parce que dans le fond, on peut mettre plusieurs graphiques, mais on peut seulement en gérer finalement 2 à la fois. Donc ici, dans le fond, je suis obligé de dire, j'aimerais ça que tu deviennes un exemple, le média numéro 1, pour pouvoir, après ça, sur mon switcher, dire, bien, je veux que tu insères mon média numéro 1. Donc théoriquement, en même temps, on pourrait dire, j'ai le nom à Mathieu qui parle, et on met un icône, un média numéro 2 qui serait en direct, puis on pourrait afficher les deux en même temps. Alors, si je fais un exemple en auto, bon, dans ce cas-ci, François Dumoulin, mais personnellement, j'aime pas avoir mon nom. Fait qu'on va retourner dans Photoshop, parce que les infographies sont gérées par Photoshop. Et là, évidemment, donc si je vais dans mon démo, donc dans la vide, démo, donc le fichier Photoshop démo, ouais, c'était pas lui qu'on avait pris, par exemple. On l'avait refait. Donc, template en PSD avec un alpha. Donc, présentement, le template que j'ai, c'est avec mon nom, mais j'aimerais mieux avoir le nom à Mathieu. Donc, je peux écrire Mathieu Marano. Et même à partir de Photoshop, on a dans... On sait avant. Donc, on va dans File, Export, et on a l'option qui s'appelle Atem Switcher Media Pool. Donc, là, il nous permet directement de Photoshop de switcher vers le Media Pool. Alors, ici, je veux que ce soit l'item numéro 6. Parce que dans mon switcher, ce que j'avais tantôt, dans mon Media Pool, mon démo, c'était le numéro 6 qui est ici. Alors, si je reviens ici, je dis, OK, je veux que tu l'assignes au média numéro 6 et je veux que tu le gères comme étant le Media Player numéro 1. Alors, je fais export. Il va s'exporter et live, ça va se mettre à jour sur le switcher. Donc, à partir de Photoshop, on peut changer les infographies qu'on met live sur le switcher. L'interface comme telle, non. C'est juste des softwares Mac, PC, mais tu peux le mettre sur un Mac, puis utiliser Log Me In sur un iPad pour l'utiliser. Oui, mais si tu es en train de faire ça, tu es en train de faire un show live. Ça ne te tente pas qu'il y ait un lien Wi-Fi qui ne fonctionne plus à un moment donné. Pour la même raison qu'on n'a pas pris un clavier Bluetooth et une souris Bluetooth pour notre kit.
C'est juste une question de Moi, je suis sécurité. mort pour Là. avoir les deux. Mais en fait, c'est ça. Là, l'écran qu'on utilise en ce moment a coûté 239 $. C'est un écran tactile. Ah oui? Oui. Oui, on peut vraiment faire la transition à même le doigt. Ça, là. Ouais. Ce que Mathieu disait tantôt, c'est que vraiment le Mac Mini fait seulement gérer l'interface qui est ici. Donc, ça fait en sorte que si je prends mon application et je dis vas-y, on quitte, l'application ferme, on voit clairement que le switcher continue à travailler parce que c'est du hardware. Donc, si pour une raison X, l'échelle plante, mais on ne perd pas le feed vidéo de ce qu'on est en train de découper, on reste sur le programme où ce qu'on en était. Donc, si on retourne ici sur l'application ATEM, donc là, l'interface va se reconnecter par câble Ethernet au module, au hardware, puis on peut revenir puis continuer à découper notre preview ou ce qu'on en était. Et ce qui est intéressant aussi avec, c'est ça, le kit qu'on a, c'est que tout le module vraiment technique rentre dans le petit road case qui est ici. Donc, c'est vraiment compact, c'est léger, ça se transporte à 2 personnes, pas à 1 personne, on n'est pas encore rendu là, Ouais. mais c'est vraiment compact. Puis, J'ai une photo après, Dominique, si tu... Ah, tu veux le voir. Parce que là, on voit pas grand-chose, là, mais... Donc vraiment ici, dans le kit qu'on a, fait que vraiment l'interface, on a le Key Pro pour enregistrer, le Mac Mini qui gère. On a un autre étage où on a le Airport quand on était dans le fond avec le Wirecast, il fallait qu'on soit branché en réseau pour partager du Wi-Fi. Nos disques durs pour backuper nos données qui sortent du Key Pro, la console et un joli petit tiroir pour mettre nos adaptateurs. Donc pour le reste, la seule chose qui reste vraiment à part, c'est les 2 écrans qu'il faut transporter, mais sinon tout le reste du hardware rentre vraiment dans le petit road case. Merci, Y avait-tu François. d'autres choses que je présente, toi, à ce niveau-là? Ça... Non, c'est bon. C'était ça? Écoute, il me reste 2 slides, là, puis on a pas mal fait ça. Ouais. Ouais, renvoie ça par ici. Ah, voilà. Donc, c'est à ça que ressemble le kit. Donc, dans un rack 10U, on a le tiroir en haut dans lequel on met tous les adaptateurs, les petits câbles, les vis de rack mount, le tournevis, des trucs comme ça. Comme ça, on ne cherche pas nos trucs. On a 2 G-RAID. Présentement, nous servent à faire les backups de nos cartes, mais qui, quand on va avoir l'adaptateur Thunderbolt pour le Mixo, va nous permettre de carrément enregistrer directement dessus. On a le Key Pro Mini, qui est une façon fiable d'enregistrer. Donc, présentement, on enregistre toutes les captations sur le Key Pro Mini sur des cartes Compact Flash. Le Mac Mini qui gère l'interface du ATEM. Un Airport Extreme qui permet de faire... qui va permettre d'avoir un lien vers Internet quand on va vouloir streamer et de continuer à contrôler le Mac Mini avec le ATEM, parce que tout ça est branché en réseau. Et le ATEM qui est en bas, plus le Power Bar. Brancher tout ça. Là, c'est l'écran HD. C'est un écran qui se branche en HDMI, qui fait du 1920 par 1080 pour avoir le Multiview. Non, et lui, c'est le touchscreen, ouais, c'est ça. Donc, on a la surface de contrôle dessus et ça nous permet aussi de faire du Photoshop quand on a besoin de changer rapidement un texte, un super. On a la console audio qui nous permet de gérer le son et à la fois pour la conférence et pour l'enregistrement. Et comme logiciel, on a Photoshop, Atom Control qui permet de de contrôler le switcher, Wirecast pour le streaming, puis Final Cut 10, on a toute la CS5 aussi dessus pour faire des montages, faire les compressions, compressor aussi. Éventuellement, on va avoir Ventura, le logiciel de Matrox qui va permettre de faire du playback. Donc, si on a une vidéo à montrer, donc on va pouvoir se servir du logiciel Ventura qui va faire un playback à travers le Mixo Mini et qui va jouer ça à travers le ATEM. Donc, on va pouvoir s'en servir comme, à la place d'avoir un tape deck à côté, on va pouvoir se servir du logiciel qui va rouler sur le Mac Mini pour faire les playbacks. Et ça, donc les outils qui s'en viennent, le Mixo 2 Mini Thunderbolt pour les enregistrements, capture et compression. Et l'HyperDeck Shuttle, on est chanceux. En fait, je ne sais pas si vous connaissez l'HyperDeck Shuttle, c'est le Key Pro Mini de Blackmagic. C'est un petit enregistreur qui fonctionne sur SSD.
Donc, écoute, c'est le plus simple qui existe. On prend le SSD, on le met dedans, puis ça enregistre. Pour l'instant, ce modèle-là enregistre en 10 bits on compress. Donc, ça prend beaucoup, beaucoup de place, surtout en HD. Ils viennent de sortir une version qui enregistre directement en DNX HD, qui est un format compressé, qui est le format en fait natif de David, qu'on vient de voir. Donc, ça va nous permettre, au lieu d'enregistrer 50 minutes, bien, on va pouvoir enregistrer 350 minutes sur un disque de 512 GB. Puis, ça prend des SSD, donc un 512 GB, c'est pas donné. Fait qu'on est content de pouvoir se servir de ça comme backup ou comme enregistrement principal si toutefois on a un client ou quelqu'un qui veut avoir une captation puis de le monter sur Avid. Donc, ça fait quand même 3 présentations qu'on fait avec ce kit-là. Déjà, on sait qu'on a des choses à faire différemment. Le case, c'est bien beau, il est bien le fun, il est ergonomique, mais avec tout ça dedans, c'est lourd à descendre d'un 2e étage. Tout seul, je ne suis pas capable, j'ai besoin de François. Donc, on va sûrement bientôt séparer ça en plusieurs caisses qui vont être facilement assemblables. Ou trouver un appartement en rez-de-chaussée. Oui, oui, effectivement. Aussi, peut-être utiliser un PC pour le contrôler pour utiliser justement la carte de capture qui est dans le ATEM. Pour utiliser l'interface intégrée, effectivement. Aussi, Camera Converter. Il y a Blackmagic Design ont sorti une petite boîte qui permet de se relier au switcher en fibre. Et dans la petite boîte qui va après la caméra, il y a la possibilité de brancher la caméra, de brancher des écouteurs et de brancher un retour vidéo. Donc, avec seulement une fibre, on peut prendre le signal de la caméra qui s'en va au switcher, de ramener le signal du switcher à la caméra et de brancher des écouteurs pour avoir un talkback du réalisateur au caméraman. Donc, c'est quelque chose qu'on envisage peut-être. Et d'avoir des convertisseurs HDMI, SDI, parce que souvent, en fait, on a 4 SDI, 4 HDMI, puis souvent, on est limité dans un ou dans l'autre. Alors, peut-être qu'une solution comme le MC100 qu'on a vu de Matrox, qui permet de convertir vers un format ou l'autre, ça va être utile. Et des micros sans fil et des batteries, ça va être le fun aussi. Goût de luxe. Écoute, c'est sûr que ça serait le fun d'avoir le switcher vraiment hardware, mais si on attend une commandite d'Enso, on va voir si on va l'avoir. Un écran multiview, en fait, quand on a fait le post-nab, on avait un multiview de 42 pouces, puis, ou 52? 42. C'était le fun, Yves? Hein? Oui. Donc, c'est Yves qui était au switcher pendant le post-nab, puis il se donnait à cœur joie sur le 42 pouces. Et un système de diffusion sans fil. En fait, pour l'instant, ATEM, les switchers ATEM sont vraiment dans une classe à part, côté prix, côté fonctionnalité. On peut faire du keying aussi avec. Oui. Mais Ouais, on a fait des tests. J'ai fait des tests avec Eric, puis on s'en sortait quand même assez bien, là, avec un bon éclairage. Là. Donc, c'est ça, c'est ça qui nous permet en fait de mettre les soirées Fandango de Montréal en ligne le plus rapidement possible. En fait, plus rapidement qu'avant. Plus rapidement qu'avant. Oui, c'est ça. J'ai entendu parler du TriCaster. Oui. Est-ce que c'était un truc intéressant pour vous? Pas au prix que c'est, non. Okay. Puis en plus, le TriCaster, c'est qu'il enregistre, pour le prix C, il n'enregistre pas dans un format qui est compatible avec un logiciel de montage. Il enregistre en MPEG 2. Bon, ben, je pense à... Parce qu'en tout, nous, on était en bas de 5 000 là, avec toutes les dépenses, avec le boîtier, la console, le câblage, un patch qu'on s'est fait faire pour pouvoir brancher facilement dessus et non devoir aller en dessous, brancher en arrière du switcher à chaque fois, les 2 écrans et tout. Donc, voilà. Donc,